C'était sans doute le trafic le plus lucratif de toute l'histoire criminelle. Entre 1979 et 1984, la mafia sicilienne introduit pour près de 2 milliards de dollars d'héroïne aux États-Unis. La drogue enrichit les gangsters des deux côtés de l'Atlantique. Mais très vite, elle les mène à la guerre. En Sicile, les chefs rivaux se disputent le contrôle du narcotrafic. La terreur qui en résulte pousse l'un des parrains à enfreindre l'omerta, la loi sacrée du silence. Cette trahison va permettre une offensive transatlantique contre la mafia, qui voit ainsi s'ébranler pour la première fois son empire mondial. Des années 70, l'héroïne afflue aux États-Unis. Elle arrive dissimulée dans des produits alimentaires italiens, avant d'être revendue par des pizzerias appartenant à Cosa Nostra. C'est la Pizza Connection. L'Amérique est en proie à une véritable épidémie de drogue. Mais pour la pègre, l'héroïne est avant tout rentable. Très rentable. Henry Hill était un grossiste de la mafia à New York. Depuis, Hollywood a immortalisé son histoire dans Les Affranchis. Il récupérait l'héroïne dans les pizzerias siciliennes et la revendait aux dealers de la ville. Même pour un gangster sans grade comme Hill, les profits étaient énormes. J'empochais des quantités d'argent astronomiques. Un grossiste se fait entre 20 et 30 000 dollars par jour. Sérieusement. Des sacs entiers d'argent, je ne savais même plus où le mettre. On amasse tellement vite que ça change tout. C'est carrément une autre vie. On passe de quelques centaines de dollars à des millions, très rapidement. Palerme, capitale de la Sicile. C'est d'ici que vient la drogue. Dans les catacombes reposent des cadavres, préservés pour la postérité. À Palerme, le culte de la mort est une tradition centenaire. Dans les années 1980, la mort plane à nouveau sur l'île. Les mafiosi se livrent une guerre sanglante. L'enjeu, le contrôle du narcotrafic vers l'Amérique. C'est un gang impitoyable du village de Corleone qui a ouvert les hostilités. Cette place forte de la mafia, perchée dans les montagnes du centre de la Sicile, a donné son nom au personnage de Marlon Brando dans le film Le Parrain. Le chef de la famille corléonaise est un assassin, Toto Riina, plus simplement surnommé la Bête. En 1981 et 82, les cadavres de ses victimes surgissent dans les rues de Palerme tous les 3 jours. Mais la loi du silence élève un mur infranchissable entre les tueurs et la justice. Un soir, à Corleone, un rival de Riina est abattu devant le bâtiment où se réunit le conseil municipal. Dino Paternostro s'en souvient encore. On a descendu l'escalier et il y avait un corps dans la rue. Je n'avais que 25 ans et j'ai dit au maire, il faut appeler les carabiniers. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a fait, appelez-les vous-même.
Il y avait une boucherie juste en face. J'ai demandé si je pouvais utiliser le téléphone et ils m'ont répondu non, le téléphone est hors service. Personne ne veut parler. La police est impuissante face au carnage. Mais plus pour longtemps. À Palerme, 5 magistrats ont formé une unité spéciale de lutte contre la mafia. Le juge Giovanni Falcone en est le moteur. Falcone a grandi dans un quartier délabré du vieux Palerme. L'endroit était une véritable pépinière de futurs mafiosi. Mais l'homme a été élevé dans le respect de la loi, comme en témoigne sa sœur. Nos parents ont eu une grande influence sur nous, et en particulier sur le caractère de Giovanni. Avant toute autre chose, dans notre maison, le patriotisme et l'amour du pays étaient des valeurs primordiales. Il combat la Cosa Nostra depuis le palais de justice de Palerme. Mais même là, il craint pour sa vie. La protection de la police est insuffisante. Des mafiosi notoires arpentent librement les couloirs du palais. Liliana Ferraro était une amie proche et une consoeur de Falcone. Elle se souvient d'une visite qu'elle lui avait rendue depuis le ministère de la Justice à Rome. Quand je suis arrivée au bureau de Giovanni et que j'ai frappé à la porte, il était en train de demander à un vieil homme de partir. Il lui parlait sur un ton très sec. Et j'ai trouvé ça un peu étrange. Plus tard, il m'a expliqué que l'homme était un collaborateur notoire de la mafia, qui avait réussi à s'introduire dans son bureau. La tactique adoptée par Falcone pour lutter contre la mafia est simple. D'un côté, l'héroïne entre en fraude aux États-Unis. De l'autre, les dollars inondent la Sicile. S'il parvient à remonter la piste de l'argent sale, il pourra inculper les chefs du crime organisé. Son enquête l'emmène en Amérique, où les gangs locaux revendent la drogue introduite par les Siciliens. Ce film amateur a été tourné à Brooklyn au milieu des années 50. Mais il ne s'agit pas d'Américains ordinaires. Dominique Montiglio a été élevé par son oncle, Nino Gaggi. Ce dernier était un membre influent du clan Gambino, une des familles mafieuses les plus puissantes du pays. C'est lui qui a initié son neveu au crime. À la fin des années 70, Montiglio a rejoint les Gambino. C'est depuis ce restaurant de Manhattan qu'il gère son trafic de drogue. Autrefois, ce restaurant était mon QG. C'est ici que je faisais toutes mes affaires, du deal de drogue au prêt usurier. Je me sentais en sécurité ici. J'avais toujours un endroit où planquer mes armes. Montiglio a vu l'héroïne rapprocher les mafias américaines et siciliennes, toutes deux liées par l'appât du gain. Pour l'héroïne, les Américains et les Siciliens travaillaient main dans la main. Ils s'entendaient. Mais pour le reste, on avait très peu à faire à eux. Mais les parrains sont devant un dilemme.
S'ils aiment l'argent que rapporte l'héroïne, ils appréhendent les longues peines de prison encourues par les trafiquants. Face à la menace de plusieurs décennies sous les verrous, ils craignent que leurs hommes n'enfreignent l'omerta, la loi du silence. C'était « ne vous faites pas prendre ». On vous demandera pas d'où vient l'argent, mais ne vous faites pas prendre. Ce qui les gênait, c'était pas le fait de vendre de la drogue, c'était plutôt le danger que ça représentait. Mais il est déjà trop tard. Le danger est là. Le trafic d'héroïne rapporte plusieurs milliards de dollars chaque année à Cosa Nostra. Pour les autorités américaines, il est temps de démanteler le réseau sicilien. La bataille est menée dans la rue par des hommes tels que Frank Panessa. Cet agent de la DEA, équivalent américain de la brigade des stupéfiants, infiltre la pègre new-yorkaise en se faisant passer pour un chauffeur de taxi. Il a emmené plusieurs gangsters siciliens de New York à Philadelphie. Et lorsque 2 mafiosi de Philadelphie sont arrêtés, il leur propose un marché. Si vous ne voulez pas aller en prison, présentez-moi aux Siciliens. Il doit maintenant convaincre les Italiens qu'il est un parrain de la mafia. Nos 2 informateurs ont choisi un restaurant dans le sud de Philadelphie, un vrai repère de mafieux. On est allé dîner là-bas avec les Siciliens. J'étais assis entre les 2 affranchis de Philadelphie, et quand les plats sont arrivés, ils m'ont servi en premier. En voyant ça, les Siciliens, qui étaient des hommes d'honneur, ont su que je n'étais pas n'importe qui. Il s'agit de 2 frères, Paolo et Giovanni Laporta. Sur ces photos de la DEA, prises à leur insu devant une pizzeria de Philadelphie, on les voit en compagnie de Panessa. La première étape est franchie. Le policier a un pied dans la place. L'opération peut commencer. Je leur ai dit que j'avais une société d'import-export. Et quand ils sont venus me rendre visite, on a loué des camions sur lesquels on a mis des panneaux aimantés où il y avait écrit « Prima, import-export, Trevose, Pennsylvanie ». Si bien qu'en arrivant dans le parking, ils ont vu ma flotte de camions et ils se sont dit que ça devait être une affaire réglo. Il passe alors la vitesse supérieure. Il leur parle d'un bureau en Allemagne qu'il propose d'utiliser pour écouler l'héroïne aux États-Unis. Giovanni Laporta est impatient de voir ça par lui-même. La DEA charge donc ses homologues allemands de créer une succursale de la société fantôme de Panessa. À l'aéroport, un grand costaud, un Allemand, me prend dans ses bras en me disant « Franck, quel plaisir! Je ne l'avais jamais vu de ma vie. » Il se présente à Giovanni et nous emmène vers une grosse Mercedes. Et il fait « Regardez ce que Franck m'a offert pour Noël. » On prend la voiture, on arrive devant un bureau où il y a écrit « Prima, import-export ». On entre et une jeune Fräulein blonde vient m'embrasser en disant « Franck, comme je suis contente de te voir, je t'ai fait tes biscuits préférés. » Et elle me tend un plateau de biscuits maison. Cette opération risquée s'avère payante. Panessa découvre une vaste entreprise criminelle. Les frères Laporta lui confient qu'ils peuvent blanchir jusqu'à 5 millions de dollars par jour, soit plus d'1 milliard de dollars par an. Et il ne s'agit pas que d'héroïne. Il lui révèle qu'il contrôle également 75% de la distribution de cocaïne sur la côte Est.
Paolo Laporta est venu de Philadelphie et on s'est vu dans une pizzeria. Et sur la table, il y avait 30 kilos de cocaïne. Il m'a dit, tiens, prends quelques kilos. J'ai répondu, je ne fais pas ça, je m'occupe plutôt de l'autre truc, l'héroïne. Je ne touche pas à la coke. Un gamin de 6 ans, qui devait être le fils de Paolo, se tenait à côté de nous. Et j'ai dit « Scumbari », qui veut dire en argot « ça me gêne », en désignant le gosse et toute la dope sur la table. Il a demandé au gosse « Qu'est-ce que tu vois ?» Et le petit a répondu en vrai mafioso, « Je ne vois rien ». J'ai aussitôt compris que c'était de la graine d'affranchi. Pendant 9 mois, il surveille discrètement les Laporta, qu'il voit convoyer l'héroïne par ferry depuis la Sicile jusqu'à New York et Philadelphie. Les deux frères purgeront chacun une longue peine de prison. Vu les sommes d'argent impliquées, Panessa n'a aucun doute sur le sort qui l'attend s'il est découvert. La mafia élimine les traîtres et fait disparaître leur corps. Henry Hill a lui-même été chargé plusieurs fois de se débarrasser des victimes. Généralement, on les enterrait. Sinon, on les jetait dans un parking ou on les découpait en morceaux et on les mettait dans une voiture qu'on emmenait à la casse. Parfois, on en mettait même 2 dans le coffre pour qu'ils soient écrasés et transformés en cendriers au Japon. Le meilleur endroit pour enterrer un corps, c'était dans nos propres bars, à la cave. Il suffisait de creuser un trou et de balancer le cadavre dans la chaux pour qu'il disparaisse au bout de quelques mois. Définitivement. Cette église afro-américaine était autrefois un bar de la mafia, géré par le tueur Roy DiMeo. C'était sans doute le bar le plus tristement célèbre de Brooklyn. Il servait de QG au gang DiMeo. Ils commettaient environ 70% de leurs meurtres ici. Personne n'était totalement à l'aise avec ces types. Et je dis bien personne. Tout le monde en avait peur. En Sicile, la terreur fait partie de l'ordinaire. Quelque part sur l'île se cache l'homme qui gère le trafic d'héroïne, le parrain de Cosa Nostra, Toto Riina. Il s'est frayé un chemin sanglant jusqu'au sommet pour faire main basse sur le narcotrafic. Il aurait ordonné la mort de centaines de personnes. En Sicile, rares sont ceux qui osent lui résister. C'est le cas du procureur de Palerme, le juge Giovanni Falcone. Depuis le palais de justice, Falcone et une poignée de collègues courageux livrent une guerre solitaire et sans merci à la mafia. Pronto? Qui Falcone. Mais ils vont recevoir de l'aide. En mai 1982, le gouvernement italien envoie un général en Sicile pour écraser la mafia. Peu après son arrivée, il est abattu avec sa jeune épouse en plein centre-ville. La population est indignée. Pendant les funérailles, les 2 cercueils sont applaudis. Mais devant l'église, la foule conspue les politiciens présents et leur crache au visage, en les accusant de tolérer Cosa Nostra depuis trop longtemps.
l'État offre enfin à Falcone le soutien dont il a besoin. Liliana Ferraro est une collègue et une amie de longue date. Elle est dépêchée à ses côtés par le ministère de la Justice. Elle découvre avec effarement ses conditions de travail. La première chose que j'ai remarquée, c'était un vieux bureau en métal. Il y avait une chaise à laquelle il manquait un pied, enfoui sous les documents et calé par une pile de dossiers. Giovanni m'a dit, voici notre bureau, voici nos outils et voici notre mode de fonctionnement. Si tu penses pouvoir t'en sortir, tant mieux. Falcone se remet à la tâche avec une énergie renouvelée. Un grand coup de filet se prépare. Le piège se referme peu à peu sur deux parrains étroitement associés à Toto Riina. Une prise qui est à la base de la plus grande défaite de l'histoire de la mafia. Aux États-Unis, les agents du FBI chargés de démanteler le réseau sicilien de l'héroïne sont sur une piste. Ils enregistrent tous les appels passés depuis Knickerbocker Avenue à Brooklyn. De nombreux mafiosi siciliens habitant le quartier utilisent les téléphones publics pour gérer leurs affaires, sans savoir qu'ils sont surveillés. Ces images ont été prises à leur insu par le FBI. Mais les hommes parlent un dialecte sicilien compréhensible, même pour la plupart des Italiens. Ils emploient également des codes. Chemise, par exemple, signifie héroïne. L'agent Carmine Russo va remédier au problème. Né en Sicile, il a émigré aux États-Unis à l'adolescence, avant de rejoindre les rangs du FBI. Tout comme le juge Giovanni Falcone, il éprouve une haine profonde pour la mafia. Il comprend le sicilien et ne tarde pas à relever des références mystérieuses au chef de l'opération. On ne l'appelait jamais par son nom. On l'appelait le berger, l'oncle, le professeur, mais jamais par son nom. Bien sûr, ça a piqué ma curiosité. Les enquêteurs n'ont aucun moyen de l'identifier, jusqu'à ce que les Siciliens commettent une erreur. Une erreur qui va leur coûter très cher. Au téléphone, ils évoquent des articles de journaux italiens sur le meurtre de plusieurs mafiosi en Amérique du Sud. Ils mentionnent en particulier un capo dénommé Gaetano Badalamenti. Badalamenti n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien parrain de Cosa Nostra. Après avoir perdu la lutte de pouvoir au sein de l'organisation, il a dû fuir au Brésil pour sauver sa vie. De là, il s'est mis à exporter des millions de dollars en héroïne vers les États-Unis. Le plus étonnant, c'est qu'il agit pour le compte de celui-là même qui l'a détrôné, Toto Riina. En Sicile, tout est très clair. Pas question pour Riina de laisser la haine s'interposer entre l'argent et lui. Après avoir établi qu'il s'agissait d'un ancien parrain des parrains de la mafia sicilienne, le FBI a concentré son enquête sur Gaetano Badalamenti. L'opération s'accélère. Le ministère de la Justice américain envoie l'un de ses meilleurs agents, Richard Martin. Il parle couramment italien et combat le crime organisé depuis des années.
Je leur ai dit, c'est un peu comme la pêche au requin. Quand on ramène le requin dans le bateau, il faut être sûr qu'on a les moyens de le tuer. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant d'arrêter ce type, il fallait avoir de quoi le condamner. Au milieu de l'année 1983, le FBI fait une découverte capitale. Ses agents soupçonnent un certain Pietro Alfano, propriétaire sicilien d'une pizzeria dans la petite ville d'Oregon, dans l'Illinois, à quelques centaines de kilomètres à l'ouest de Chicago. En creusant un peu, ils font une trouvaille étonnante. Alfano est le neveu de Gaetano Badalamenti. Les deux hommes organisent les transactions d'héroïne au téléphone en langage codé. Mais Alfano oublie constamment les codes. Le neveu de Badalamenti, Alfano, je l'avais surnommé Alfano le bouffon, parce que c'était un véritable crétin. Badalamenti était le genre de gars à parler en langage codé et tout ça. Mais Alfano n'arrivait jamais à se rappeler des codes. S'il devait lui dire d'aller quelque part, il ne se rappelait jamais du nom de code de l'endroit. Mais Badalamenti n'avait pas le choix. Il dépendait de lui pour la distribution dans le Midwest. Le vieux parrain est exaspéré. Il convoque son neveu et, dans sa colère, lâche le lieu du rendez-vous. La capitale espagnole, Madrid. Les autorités bondissent. En avril 1984, les deux hommes sont arrêtés par la police espagnole. Voici les images de leur interpellation. Badalamenti, que l'on voit à gauche sur l'écran, sera condamné à 45 ans de prison pour avoir introduit 1,6 milliard de dollars d'héroïne aux États-Unis en à peine 5 ans. Les enquêteurs ont amputé la mafia de son principal fournisseur d'héroïne. Mais la piste s'arrête là. Badalamenti refuse d'enfreindre la loi du silence. Si tu nous donnes les informations qu'on demande, on doit pouvoir trouver un arrangement. Il ne trahira pas l'homme qui contrôle le narcotrafic vers les États-Unis, Toto Riina. La suite de l'histoire est désormais célèbre. Au Brésil, un autre parrain est arrêté. C'est un ami et un associé de Badalamenti, Tommaso Buscetta. Lui aussi a fui la Sicile pour échapper à Toto Riina. Lorsqu'il a pris le pouvoir au sein de Cosa Nostra, Riina a tué 2 de ses fils. Les Italiens réclament l'extradition de Buscetta, mais ce dernier est déterminé à ne jamais revenir. Il est convaincu que Riina les éliminerait, lui et sa nouvelle famille. Il préfère avaler une ampoule de strychnine qu'il a dissimulée depuis son arrestation. Mais sa tentative de suicide échoue et quand il émerge du coma, il est mis dans un avion pour l'Italie. Encore très faible, il descend de l'avion à l'aéroport de Rome, soutenu par 2 hommes et protégé par une couverture par balles. Il prend alors une décision capitale. Si les Américains protègent sa famille, il se vengera de Riina. Mais pas comme l'exige traditionnellement la mafia. En échange de sa coopération avec les Italiens et les Américains, il voulait juste que sa famille soit protégée. Il n'a pas demandé de réduction de peine ni de traitement de faveur. La seule chose qu'il voulait, c'était s'assurer que sa famille serait en sécurité. À Rome,
Buscetta se met à table, révélant les sinistres secrets de la mafia. Il devient ainsi le plus haut cadre de l'organisation à briser la loi sacrée du silence. Il dévoile son univers clandestin au juge Falcone, qui se bat seul contre la mafia depuis des années. Entre juillet et septembre 1984, Buscetta parle, sans arrêt. La reconstitution suivante reprend mot pour mot la transcription de ses aveux. Toutes les familles de Palerme sont impliquées dans le narcotrafic. Toutes? Toutes. Plus on se rapproche du parrain, plus les profits sont grands. Ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a décrit la structure de la mafia, aux États-Unis et en Sicile, la façon dont les deux travaillaient ensemble, et les règles qui permettaient à une organisation présente dans le monde entier de fonctionner. Buscetta explique que ce succès repose sur la discipline quasi militaire imposée par la mafia. À la tête de chaque famille, il y a un capot, élu par les hommes d'honneur. Un type pouvait décrocher son téléphone en Sicile, appeler Oregon dans l'Illinois, parler 30 secondes et conclure un contrat qui l'engageait. Au bas de l'échelle, il y a les simples soldats, organisés par groupe de 10, sous les ordres d'un capitaine. Il a expliqué comment différents acteurs, dispersés dans le monde, pouvaient gérer les divers aspects du narcotrafic et le faire fonctionner. Ça fonctionne parce que tous les mafiosi sont liés par le serment prêté lors de leur cérémonie secrète d'initiation. Un serment qu'ils ne doivent rompre à aucun prix. On le pique au bout du doigt et on verse son sang sur la figurine d'un saint. Il sangue che esce viene versato su un santino. Il a révélé que n'importe qui pouvait devenir membre de Cosa Nostra. Un prêtre, un médecin, n'importe qui, du moment que c'était un homme et un Sicilien. Une fois accepté, il était lié par les mêmes règles et les manquements étaient punis par la mort. La figurine du saint est placée dans sa main, puis enflammée. Pendant qu'elle brûle, le novice dit que ma chair brûle comme ce saint si je manque à mon serment. Le témoignage de Buscetta permet de reconstituer le puzzle. Il montre comment un gang de criminels de la Sicile rurale a réussi à mettre en place le plus gros trafic d'héroïne jamais vu aux États-Unis. Depuis des années, le juge sicilien Giovanni Falcone essaye de traîner les chefs mafieux devant la justice. Les aveux du repenti Tommaso Buscetta lui en donnent enfin l'occasion. Il fait arrêter près de 400 mafiosi, parrains et soldats confondus. Mais Toto Riina, le parrain des parrains, n'est pas parmi eux. Les Italiens doivent maintenant trouver un endroit où juger tant de gens. Il n'existe aucun bâtiment assez vaste et sûr dans la capitale sicilienne, Palerme. Le ministère de la Justice décide de construire un bunker géant à l'intérieur de la prison centrale. C'est l'amie de Falcone, Liliana Ferraro, qui est chargée de superviser l'opération.
Craignant d'être tuée si la mafia le découvre, elle prend un maximum de précautions pour faire le voyage depuis Rome jusqu'en Sicile. Bien sûr, je réservais toujours les places sous un faux nom. Et puis j'appelais le contremaître de l'entreprise qui construisait le bunker et je lui donnais mon heure d'arrivée. Il venait me chercher à l'aéroport avec une camionnette ou avec une voiture de chantier toujours pleine de poussière. Buscetta attend le début du procès en lieu sûr aux États-Unis, protégé jour et nuit par la DEA et le FBI. Un jour, son beau-frère vient le voir. Mais il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie, comme le racontent ses gardiens. Ils ont offert beaucoup d'argent à Buscetta pour l'empêcher de témoigner, pour qu'il arrête tout. Il a refusé. Le type est reparti pour transmettre sa réponse, alors ils l'ont assassiné. Ils ont tué le messager. À Palerme, le bunker qui doit abriter le procès est prêt. Les murs sont en béton armé, suffisamment solides pour résister à une attaque de missile. Dans le tribunal lui-même, 30 cellules ont été prévues pour les accusés. Le procès le plus spectaculaire de toute l'histoire de la mafia, le maxi-procès, est sur le point de commencer. Falcone est le représentant du ministère public et Tommaso Buscetta, le témoin vedette. Quand il a été confirmé que Buscetta témoignerait, on nous a averti qu'il y avait un risque d'attaque aérienne, si bien que des patrouilles surveillaient le ciel au-dessus du bunker 24 heures sur 24. Le procès débute en février 1986. 3000 militaires en armes gardent le bunker, ainsi qu'un char de l'armée. Près de 500 accusés seront jugés, environ 10% des effectifs de Cosa Nostra. Ils sont inculpés de meurtre, de trafic de drogue et d'autres délits graves. Les accusés perturbent sans cesse la procédure. Seule l'apparition de Buscetta parvient à ramener le silence dans la salle. Il reste une semaine à la barre des témoins, protégé par un panneau en verre blindé, pour répéter ce qu'il a déjà dit au juge Falcone. Il croyait vraiment qu'à un moment ou à un autre, les Siciliens le tueraient. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a témoigné. Et quand on a repris l'avion pour les États-Unis, alors qu'on était assis dans le 747 sur le pont supérieur, il m'a dit « Tony, j'étais sûr que je ne reviendrai jamais ». Le 16 décembre 1987, le juge prononce son verdict. 344 mafiosi sont reconnus coupables et condamnés à un total de presque 3000 ans de prison. Le procès a duré 22 mois. Le maxi-procès marque l'apogée de la carrière du juge Giovanni Falcone. Les autorités italiennes et américaines ont remporté une bataille décisive contre Cosa Nostra. Cette victoire ouvre la voie aux mafiosi prêts à se confier aux autorités. L'omerta, la loi du silence qui a pendant des années régi la discipline impitoyable de Cosa Nostra, est agonisante.
L'emprisonnement de nombreux parrains par les Italiens et les Américains jette la mafia en pleine crise, des deux côtés de l'Atlantique. Des centaines d'affranchis sont désormais prêts à dénoncer leurs anciens camarades. Dominique Montiglio tombe alors pour extorsion. Il est arrêté dans un restaurant de New York. La police le traquait depuis des années. Il est enfermé au Metropolitan Correction Center à New York. Il sait que ses chefs sont terrifiés à l'idée qu'il puisse témoigner contre eux. Il craint pour sa vie. Je me disais, pas question de mourir ici et de laisser ma femme et mes 3 enfants se défendre seuls. Je ne vais pas mourir parce qu'ils ont une peur paranoïaque que je me mette à table. Paradoxalement, je crois que c'est eux qui vous poussent à parler, à cause de leur réaction. Aujourd'hui, si vous vous faites arrêter, ils veulent vous buter. Montiglio a été élevé dans le respect absolu de la loi du silence. Pourtant, il décide de coopérer avec la justice. Jeune homme, il a fait la guerre du Vietnam. Il sait que la trahison de sa famille et de ses origines sera pire. Témoigner au tribunal, c'est... J'aurais encore préféré être en train de patrouiller au Vietnam. C'est difficile à expliquer, mais quand on se retrouve à la barre et qu'ils sont assis à quelques mètres de vous, en train de vous dévisager, c'est vraiment un truc difficile. Ils ont amené ma grand-mère de 90 ans avec ses béquilles. Des cousins, des oncles, des tantes. Ils amenaient tout le monde pour essayer de me secouer. Et chaque nouvelle journée dans ce tribunal était comme la première. Toujours aussi difficile. Ailleurs, à New York, le filet se resserre sur d'autres gangsters. Henry Hill a de gros ennuis. Le FBI veut l'interroger à propos d'un braquage de 6 millions de dollars dans un aéroport. Le ministère de la Justice s'intéresse au meurtre d'un financier italien. Le bureau du procureur de Brooklyn cherche des informations sur un corps non identifié. Et pour couronner le tout, il risque la perpétuité pour trafic de drogue. Il décide de coopérer. Ils m'ont arrêté en tant que témoin clé et j'ai coopéré. J'avais le choix entre la perpétuité et une balle dans la tête. De toute façon, j'étais mort. Quand ils l'apprennent, les Siciliens tentent de l'attirer dans cette pizzeria de Brooklyn pour le faire éliminer. J'ai encore des frissons quand je vois cet endroit. Ça aurait pu être ma dernière demeure. Je suis nerveux, ça fait un moment que ça m'était pas arrivé. On se tire. Sérieusement, il doit y avoir plein de cousins de tous ces types qui vivent encore dans le quartier. Il y a ici des gangs qui sont là depuis 50 ans. Ça a bien changé, mais il y a toujours quelqu'un avec un œil à la fenêtre. On a vraiment le sentiment d'avoir trahi ses origines, sa famille, soi-même. Au bout de plusieurs années, on commence à vivre avec, mais ça continue à être gênant. Montiglio et Hill passeront le reste de leur vie sous une fausse identité, dans un lieu secret, à plusieurs centaines de kilomètres de leur ville natale, dans la crainte constante de ce qui arriverait si la mafia les retrouvait. L'un dans l'autre, j'aimerais bien oublier toute cette expérience. Mais c'est impossible. Je fais un rêve récurrent dans lequel je sors de la maison de Nino et sa Cadillac est garée dans l'allée.
Je sors et alors que je marche dans l'allée, je vois Nino, Roy, Chris, Anthony et Joey, cachés sous la Cadillac de Nino. Au moment où je passe, Roy me regarde et me fait « Hé Dominique, viens en enfer avec nous ». Et le rêve s'arrête là. L'empire du trafic d'héroïne, bâti sur plusieurs décennies par la mafia, vient de subir un sérieux revers. Au large de la Sicile, les gardes-côtes italiens fouillent les bateaux de pêche à la recherche de drogue. Ils en trouvent rarement. Mais de part et d'autre de l'Atlantique, la guerre contre la mafia est loin d'être terminée. Pendant qu'il était interrogé par Falcone, le repenti Tommaso Buscetta a averti le juge sicilien. Cosa Nostra ne reculera devant rien pour le tuer. N'oubliez jamais ça. Une fois que vous avez un compte avec la mafia, vous ne pouvez le solder qu'à votre mort. Des centaines de mafiosi ont été envoyés en prison lors du maxi-procès. Mais le parrain des parrains, Toto Riina, court toujours. Il continue de contrôler son vaste empire criminel et d'assassiner ses rivaux. Aux États-Unis, la Pizza Connection a été démantelée grâce à la plus grosse opération jamais organisée par le FBI. 21 trafiquants d'héroïne siciliens ont été condamnés et ont pris jusqu'à 45 ans de prison chacun. Les mafias siciliennes et américaines ne travailleront plus jamais la main dans la main.